Et ce, alors que le bilan des victimes du coronavirus, Pierre, s'aggrave de manière très inquiétante. Oui, hier, le professeur Salomon dénombrait dans la soirée plus de 1330 morts en hôpital dès le début de l'épidémie. 3000 personnes en réanimation, des chiffres exponentiels. C'était sans compter ce nouveau chiffre qui vient de nous arriver ce matin, Ève Roger. Santé publique France estime à au moins 40 000 les nouveaux cas de Covid-19 diagnostiqués par les médecins généralistes la semaine dernière. Oui, 40 000 cas en une semaine, ça peut paraître étonnant dans la mesure où officiellement hier soir, il y avait 25 000 cas recensés en France en tout et pour tout, mais c'est assez simple à expliquer. On sait depuis le début, tous les cas ne sont pas recensés parce qu'il n'y a pas un dépistage automatique. Et puis, un nouveau dispositif de surveillance a été mis en place par Santé publique France depuis la mi-mars avec plusieurs sources différentes. D'abord, les médecins généralistes réunis dans ce réseau Sentinelle qui sortent ce chiffre donc de 40 000 cas en une semaine, mais aussi les consultations SOS médecins ou encore les passages aux urgences. Et ces nouvelles sources permettent d'en savoir plus sur l'impact du virus qui circule maintenant partout en France. Il n'y a plus de doute. Aujourd'hui, sont particulièrement touchées les régions Grand Est, Île-de-France et les Hauts-de-France qui concentrent à elles seules 70% des décès depuis le début de l'épidémie. En réanimation, l'âge moyen des patients est de 65 ans. Et les 2/3 d'entre eux ont un facteur de risque de complications, avec en tête d'abord le diabète, suivi par des pathologies cardiaques. Enfin, ce sont bien les personnes âgées qui restent le plus durement touchées par le Covid-19. 78% des morts ont 75 ans et plus. Merci Ève Roger. Bonjour Agnès Ricard-Rébon. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes la présidente de la Société française de médecine d'urgence, responsable du SAMU du Val d'Oise, présidente des SAMU de France. On vient de parler de ces chiffres, plus de 40 000 diagnostiqués par les médecins de ville, chiffre assez alarmant, alors que la vague est là, ça y est, en Île-de-France. Alors effectivement, il y a un certain nombre de patients qui sont ce qu'on appelle polysymptomatiques, qui n'avaient pas de signe de gravité, pour lequel le dépistage systématique n'est pas fait. C'est que la surveillance syndromique, c'est-à-dire sur les signes cliniques, c'est qu'on a plus de cas potentiels que l'on considère comme étant des cas d'infection à coronavirus. Alors on voit en Île-de-France l'augmentation du nombre de cas graves. Plus vous avez une population touchée, plus comme le pourcentage de cas graves est de 15 à 20%, forcément le nombre absolu de patients qui nécessitent des soins en réanimation augmente, d'où l'importance qui est en train de se faire là de l'augmentation du nombre de lits de réanimation en Île-de-France, en essayant donc de doubler la capacité en lits de réanimation par rapport à ce qui existe habituellement pour pouvoir faire face à cette demande. Ben oui, mais comment on fait pour doubler? Où on va aller chercher ces lits de réanimation? On a eu un avantage par rapport à la région Grand Est, c'est qu'on a pu s'y préparer puisqu'on a appris beaucoup de ce qui s'est passé dans le Grand Est. On a transformé les lits de ce qu'on appelle les soins critiques, qui étaient de la post-réanimation, en lits de réanimation. On a transformé les salles de surveillance post-interventionnelle, qui sont habituellement les salles de réveil post-chirurgical, post-bloc opératoire, qu'on a transformé en réanimation. Et toute l'activité programmée qui était reportable a été arrêtée de manière à concentrer tous les efforts et toutes les salles où il y a des respirateurs et des possibilités de soins critiques en nouveaux lits de réanimation. Agnès Ricard-Rébon, je vous propose d'écouter Anaïs. C'est une malade du coronavirus. Elle a 48 ans. Elle est en arrêt maladie depuis 11 jours. Le médecin puis le SAMU confirme que c'est le coronavirus. Après plus d'une semaine enfermée, Anaïs se retrouve seule à Vaucresson, en région parisienne, et elle angoisse. Hier, j'ai regardé à la télé, j'écoutais vous êtes stressé par le confinement, inspirez et expirez fort. Et là, j'avais vraiment envie de balancer ma télécommande sur la télé, quoi. Je suis essoufflée dès que je bouge. Si par exemple, je vais jusqu'à ma voiture, c'est pas possible. Ma voiture, elle est pas loin, j'ai quelques marches à descendre. Je fais 5 stops pour remonter, vous voyez. Dès que j'inspire, j'ai les poumons qui brûlent. Et on a l'impression d'être dans une pièce avec moins d'air, en fait. C'est horrible, c'est très angoissant. Et heureusement que j'arrêtais pas de lire des témoignages parce que j'avais rien. Le mardi, j'appelle le SAMU et ils m'ont fait un petit test. Ils m'ont dit essayez de compter jusqu'à 15 sans reprendre votre respiration. Et j'arrivais jusqu'à 10. Ils m'ont dit si tout d'un coup vous arrivez vraiment plus à compter jusqu'à 5, vous nous rappelez.
On sent l'angoisse, la détresse de cette femme, Agnès Ricard-Ribon. Pardonnez-moi, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de comptage ? C'est une façon de trier les malades. Je n'aime pas ce terme, les médecins n'aiment pas ce terme, mais je suis quand même obligé de vous poser la question. Alors, c'est une façon d'évaluer la difficulté respiratoire des personnes, effectivement, parce que lorsqu'on est par téléphone, qu'on ne peut pas ausculter les malades, forcément, on est moins précis dans l'évaluation clinique que tous les patients. Il y a une grosse partie des patients qui vont guérir, on le redit quand même, et qui n'ont pas forcément besoin de la haute technicité des hôpitaux et qui sont beaucoup mieux chez eux surveillés que d'être dans une structure de soins et d'encombrer un service d'urgence à mauvais escient. Donc on essaye justement de repérer les patients qui sont les plus à risque et qui justifient d'une hospitalisation et les patients qui peuvent encore rester à la maison mais avec une surveillance rapprochée. Et tout l'enjeu, c'est de réussir à les alerter sur ces signes d'aggravation pour qu'ils nous rappellent et qu'on puisse organiser l'hospitalisation si ces signes d'aggravation apparaissent. Et il faut des méthodes simples qui soient compréhensibles par l'ensemble du public pour pouvoir justement savoir quand il faut nous rappeler sans perdre de temps. Donc le comptage fait partie des méthodes d'évaluation que l'on peut donner comme autosurveillance. Et il ne faut pas le prendre mal. C'est ce que vous dites aujourd'hui aux patients qui seraient amenés à appeler le 15. Non, il ne faut pas le prendre mal parce qu'au contraire, ce sont des signaux d'alerte pour que justement on puisse donner comme conseil aux gens de nous rappeler. Cette surveillance, on sait qu'il y a une aggravation potentielle entre 7 et 9 jours qui très souvent se passe bien et puis de temps en temps pour 5 à 10, 15% de la population. Et c'est une façon aussi pour vous de rassurer les patients. Merci beaucoup Agnès Ricard-Ribon d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1. Merci d'avoir répondu à nos questions. Sachez que